Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous dis bonjour aussi à vous, Thibaut Frossard. Bonjour Aude Leroy. Vous êtes vice-président et directeur défense et sécurité chez Capgemini et vous avez pris ce poste en janvier dernier. Donc c'est votre premier Eurosatory en tant que vice-président et directeur défense et sécurité, mais c'est aussi la première fois en tant que tel pour Capgemini, il me semble, c'est ça ? Tout à fait. Alors peut-être pour vous commencer par vous partager quelques impressions sur ce salon et qui justifient notre présence. Depuis 3 jours, on se balade sur les stands, on parle de numérique, on parle de combat autonome, on parle de dronification, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'ingénierie software, de software embarqué. Partout, la question du numérique est présente et on le voit, elle revient au cœur des enjeux. Et ça, c'est précisément le métier de Capgemini. Alors on est un acteur de long terme du monde de la défense, j'y reviendrai. Mais c'est la première fois qu'on participe à Eurosatory et on le fait de 2 manières. D'abord, on le fait dans un environnement collaboratif, on le fait au sein du pavillon du J4, on travaille en écosystème avec des startups avec lesquelles on travaille, avec des PME avec lesquelles on travaille, avec d'autres TI de la défense avec lesquels on travaille. Et puis on le fait dans un rôle aussi de responsabilité, puisqu'on a une entreprise qui a un rôle critique à jouer dans la BITD, et donc on affirme par notre participation notre travail actif pour la BITD. C'est vrai qu'on vous voit de plus en plus. Vous étiez au Paris Defense Strategic Forum, vous étiez à Eurosatory là en juin. C'est une histoire avec la défense Capgemini qu'on ne soupçonne pas, mais en fait c'est une histoire qui remonte à quoi ? À quelques années, quelques décennies ? Alors on parle de quelques décennies et on a des contrats avec des ministères qui datent d'avant même ma naissance, donc je pense qu'on peut s'en féliciter. On a aussi beaucoup de contrats avec les acteurs de la BITD, les acteurs industriels. J'irai après ce plateau d'ailleurs signer le renouvellement de notre convention de partenariat avec Arcus, qu'on accompagne depuis plusieurs dizaines d'années sur un certain nombre de plateformes par nos métiers d'ingénierie. Et de manière générale, on est présent auprès des grands industriels en France et en Europe, puisqu'on a la chance d'avoir un positionnement européen. On le fait à travers plusieurs métiers. D'abord un métier lié à la transformation digitale, où on va accompagner les acteurs dans leur transformation sur de l'IA, sur des clouds, sur de la data et sur différents objets technologiques. On le fait aussi à travers des métiers d'ingénierie, par des bureaux d'études étendus, par le software embarqué au plus près, comme pour la dronisation par exemple, où on accompagne cette fois les acteurs industriels. Et puis on le fait aussi par nos capacités d'accompagnement de consulting à travers ce qu'on appelle des AMOE ou de la conduite de grands projets structurants sur lesquels il y a besoin d'accompagner ces grands projets transverses qui peuvent inclure plusieurs acteurs différents. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, je crois, parce que vous avez au moins 2 innovations, plusieurs innovations, dont une qui est consacrée au MRO terrestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que ça attise la curiosité. MRO terrestre, qu'est-ce que vous avez ? Alors tout à fait, on a même plusieurs innovations et on en a même en dehors de notre stand. Ah, vous essaimez alors. On essaime exactement, et comme je le dis dans cette approche partenariale d'écosystème où on accompagne d'autres acteurs et où on travaille ensemble. Alors sur notre stand, on dévoile effectivement Maestro, cette fameuse plateforme de MRO terrestre. Alors Keyadaco, c'est un outil qu'on donne à des techniciens sur le terrain pour accompagner la réparation, la maintenance et les opérations de véhicules terrestres ou de plateformes de combat. Concrètement, qu'est-ce qu'on met à disposition ? Un petit agent qui va les accompagner, leur expliquer comment mieux faire sur le terrain, comment opérationnaliser la chose, comment s'assurer que tout fonctionne au mieux. Quand vous dites un petit agent, c'est un petit agent virtuel ? Tout à fait. Donc pour l'opérateur sur le terrain, il va se doter d'un casque, de lunettes, d'un petit ordinateur à l'intérieur qui est directement connecté, qui va interagir avec des intelligences artificielles, tout le passé et l'historique qu'il y a pu avoir sur ces matériels pour lui permettre de mieux comprendre les raisons d'une panne, de mieux la réparer et puis ensuite aussi de faire un retour d'expérience pour les prochains. Et tout ça fonctionne dans une plateforme souveraine, basée sur des IA souveraines et avec une faible consommation énergétique puisque je le rappelle, la question de l'énergie opérationnelle sur le terrain est très importante. Quand vous dites faible, ça veut dire que ça peut durer combien de temps ? C'est quoi l'ergonomie finalement de ce système ? On a une idée ? Alors, ce n'est pas tant une question d'ergonomie de la batterie des lunettes, puisque ça fonctionne de manière simple. C'est une question de capacité à interroger le modèle de calcul. Et donc,
tout le modèle et toute la puissance fonctionne grâce à l'ordinateur qui est dans la lunette. Donc pour le technicien qui est par exemple sur le terrain, dans un environnement contraint et qui ne peut pas se permettre de rediscuter avec un centre de commandement ou un cloud un peu plus loin, il peut le faire directement en local et récupérer l'information. Mais ça doit être microscopique alors pour tenir dans une lunette, ça se voit, non ? Alors c'est dans une lunette et puis il y a un tout petit tour de cou qui ressemble à un petit collier qui vient se greffer et s'additionner. Alors j'imagine que c'est une des clés du succès d'un déploiement, mais est-ce qu'il y a d'autres clés qui sont comme ça, des solutions idoines qui correspondent au champ de bataille ? Est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, tout à fait. Alors la première des questions, et je reviens sur cette innovation, on cherche à répondre à un besoin concret. C'est-à-dire qu'on essaye, à chaque fois qu'on propose une solution, qu'elle réponde à un besoin et donc qu'elle soit comprise et utilisée par des opérateurs et donc une certaine forme de simplicité. La deuxième chose, c'est que ces solutions, elles utilisent des IA, comme je l'ai dit, et il est très important qu'on puisse comprendre ce que ces IA font, qu'on puisse les auditer, les expliquer, les rendre transparentes pour que le technicien puisse bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, que le commandement aussi puisse dire « je comprends bien ce modèle, je comprends quelle part de responsabilité je lui transmets » ou pas d'ailleurs, quel contrat de confiance je pars. Et donc cette question de la transparence, elle est clé aussi dans le déploiement de ces innovations. Ça me permet de faire le lien aussi vers une autre innovation qu'on présente en partenariat avec DCI, qui est présente sur leur stand cette fois, qui est un jumeau numérique, c'est-à-dire une simulation pour la logistique, et donc pour permettre à des généraux, à des états-majors de comprendre ce qui se passerait en environnement de conflit sur des flux logistiques. Donc ça utilise une cartographie du monde, ça utilise des modèles d'intelligence artificielle et ça permet d'expliquer ce qu'il se passerait en cas de scénario de conflit. Alors vous parlez d'intelligence artificielle, mais comment vous garantissez la souveraineté de ces objets ? Alors c'est une bonne question et pareil je fais le parallèle avec notre innovation Maestro puisqu'elle est issue du monde civil. C'est une innovation duale et en ce moment même il y a le salon Vivatech et nous proposons une version civile cette fois dédiée à la maintenance et la réparation dans les environnements d'aviation civile. La différence entre les deux mondes, c'est la couche de sécurité et la couche de souveraineté qu'on choisit d'avoir. Aujourd'hui, nous avons à disposition un certain nombre de modèles, par exemple, sur les questions d'IA. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir expliquer au prescripteur, à la personne qui choisit d'utiliser la solution, le risque de souveraineté qu'elle prend, qu'est-ce qui est pour elle important, et donc de pouvoir le choisir en transparence, comme je l'ai explicité. La deuxième question, et je pense qu'on peut être rassuré pour ça, c'est qu'on a un ministère et des acteurs étatiques qui auditent, qui regardent ce qui se passe de manière très claire et transparente sur les systèmes de défense, et c'est une chance parce que ça permet de garantir cette sécurité et cette souveraineté. Et entre le modèle civil et le modèle défense, est-ce que le modèle défense n'est pas alourdi par les couches de sécurité ? Est-ce qu'il est aussi agile ? Alors c'est un juste milieu justement à trouver entre la question de l'agilité, c'est-à-dire faire très vite, et la question du risque, c'est-à-dire faire trop vite. Et donc je pense que c'est notre devoir d'être capable d'expliquer, comme je le dis, ces modèles, de venir devant le décideur militaire ou politique et de lui expliquer qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'agilité, quel est le pendant et la juste bascule à trouver, et de l'adapter à chaque solution en fonction des besoins opérationnels. Est-ce que tous vos produits sont duo ou est-ce qu'il y en a qui sont spécifiquement défense, estampillés défense ou estampillés civil ? Est-ce qu'on peut les rendre comme ça bicéphales ? Alors, c'est pas aussi simple, que ça. Il y a des produits qui sont bien entendu à destination du public civil. Le groupe Capgemini opère dans la dimension duale, bien évidemment, de manière globale, auprès d'acteurs, par exemple, du retail, auprès d'acteurs bancaires, etc., qui ont des besoins très spécifiques et donc qui n'ont pas de raison d'être duo, tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent pas sur le même type d'architecture informatique, ils n'utilisent pas le même type de solution et donc il n'y a pas de lien connexe à faire. Il y a en revanche un certain nombre d'innovations qu'on a pu utiliser dans le monde civil. Je pense par exemple au monde de l'automobile, où on a pu développer différents algorithmes autour de la vision par image pour les capteurs, pour les véhicules autonomes, qui ont tout à fait leur place dans des véhicules militaires pour la dronisation par exemple. Et donc c'est notre devoir à nous aussi en tant que grande entreprise de savoir repérer ces actifs, ces assets, et d'être capable de les proposer dans des versions durcies au monde militaire.
Là, il y a ça fait quelques années déjà qu'il y a une espèce d'avancée où le numérique est ultra présent. On vient se rajouter à ça l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des risques particuliers pour les industriels ? Il y a des choses dont il faut se méfier ? Bien sûr, alors on entre dans un nouveau monde numérique, moi je dis, il s'impose à nous et il faut qu'on réagisse. Oui, on a le choix finalement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il est devant nous et il génère un certain nombre de nouvelles contraintes, de nouveaux besoins en termes d'infrastructures. Comme à l'époque, on a dû creuser des canaux, faire des routes, etc. Et faire des centrales nucléaires pour l'énergie. Maintenant, il y a ce monde numérique qui a ses propres infrastructures et ses propres besoins. Et donc, on a besoin d'y répondre. Concrètement, l'essence de ce nouveau monde, c'est la data. C'est les données, c'est être capable de les collecter, c'est être capable de les organiser, c'est être capable aussi de les classifier, de les restreindre aux bons usages. Et cette partie-là, elle est critique pour pouvoir déployer les fameuses solutions dont on parle, que ce soit pour le MRO terrestre ou pour la logistique de combat, par exemple. Le deuxième axe, et je l'ai cité, je ne l'ai pas encore cité, c'est celui de l'interopérabilité des systèmes, puisque, et on le voit sur le salon Eurosatory, il y a des dizaines et des dizaines de plateformes de drones différentes qui sont visibles, qui présentent toutes des caractéristiques différentes, mais qui à un moment ont besoin de communiquer entre elles, parce que en temps de conflit, l'important c'est l'interopérabilité et la capacité à agir de consort vers un objectif. Donc on a besoin aussi de travailler en amont, aux côtés des industriels, aux côtés de l'État, ces questions d'interopérabilité pour garantir que ces systèmes pourront fonctionner ensemble. Et le troisième axe qui me paraît critique dans cette vague de la data, c'est la question des talents, la question des personnes qui sont capables de déployer ces solutions dans le ministère, auprès des industriels, chez les industriels. Et aujourd'hui, c'est un grand besoin en France, je pense, qui est partagé par l'ensemble de la filière. Et on peut d'ailleurs saluer cette initiative du J4 vendredi de faire cette tente des talents pour nous aider à recruter. Alors justement, vous parlez des talents, vous comptez 35 000 salariés, il me semble. Tout à fait. Vous êtes un des premiers employeurs d'ingénieurs en France et on sait que la concurrence féroce quand même. Est-ce que vous arrivez à les fidéliser et si oui, comment vous faites ? Oui, tout d'abord, alors cette question, au-delà d'être critique, elle est importante pour tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'on est tous alignés, je pense, collectivement sur le fait qu'on a besoin de plus d'ingénieurs. On signait l'année dernière encore un rapport qui expliquait qu'on allait manquer de 100 000 ingénieurs dans le domaine industriel. Pour la partie militaire, ça se compte en dizaines de milliers par an. Donc on a besoin de plus et on a besoin que tout le monde s'allie collectivement pour le faire. Ensuite, effectivement, se pose la question de la fidélisation de ces talents, que ce soit au sein de la BITD, mais aussi au sein d'autres secteurs qui peuvent être intéressés, puisqu'il y a des besoins partout en France sur la question de l'ingénierie et de l'industrie. Nous, on a mis en place beaucoup de dispositifs. D'abord, un premier, c'est celui de la communauté défense, où tout le monde se retrouve, où on permet à nos collaborateurs de discuter ensemble. On les amène sur des salons comme Eurosatory pour montrer aussi concrètement sur le terrain ce que leur dessin industriel d'ingénierie qu'ils l'ont fait il y a 6 mois a pu donner concrètement en fait, sur un matériel. Et donc, on crée cette cause commune. Le deuxième axe important, c'est qu'on travaille aussi le sens. Et les collaborateurs qui sont sur les environnements de défense, ils sont là parce qu'ils trouvent que pour eux, ça fait sens. Oui. Et qui participent à une grande aventure commune. Et donc tout ça, c'est aussi un axe important. Le troisième, c'est leur donner les moyens aussi d'opérationnaliser la chose concrètement. Et donc par exemple, de rejoindre la réserve. On a une très belle convention avec la Garde nationale. On a plusieurs centaines de réservistes chez CAP, Gemini, qui tous les jours vont auprès des forces, travailler de conchoir, apprendre, faire des opérations communes. Oui, parce que je crois que c'est aujourd'hui les réservistes, ils ont 20 jours par an de présence, en tout cas de service à rendre. Et vous me dites que vous avez plusieurs centaines de collaborateurs, donc ça doit faire quand même des trous dans les emplois du temps, non ? Alors oui, nous on a une convention qui est encore mieux, puisque nous on va jusque 30 jours. Ah oui. Donc c'est un choix assumé, puisque je pense que c'est aussi la part de notre effort collectif qu'on doit au ministère, qu'on doit aux forces, et donc d'encourager les choses. Moi j'ai moi-même dans mon équipe plusieurs réservistes. Moi j'ai moi-même fait de la réserve citoyenne auprès d'un régiment. Et donc on encourage beaucoup cette démarche, c'est positif, et je pense que ça enrichit à la fois le travail de nos collaborateurs sur le terrain pour pouvoir, comme je disais,
proposer des solutions au plus près qui font très sens, et aussi le travail avec les armées, puisque ça nous permet de creuser et d'avancer sur ce lien entre les armées et les entreprises qui est critique. Mais là, du coup, ça veut dire que vos réservistes, ce sont potentiellement des réservistes opérationnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent, si demain on a le choc dont parlait le général Mandon, le CEMA, qui arrive d'ici 2030, en fait, ce sont ces personnes-là qui quitteront potentiellement vos rangs pour aller soutenir les armées. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des vrais réservistes opérationnels. On a des réservistes, par exemple, qui travaillent sur des sujets de guerre électronique. On a des réservistes qui travaillent auprès de différentes forces armées dans les états-majors, des réservistes qui travaillent pour la marine nationale, pour l'armée de l'air, sur des bases, sur des cas très concrets, sur des sujets d'inspection, sur des sujets opérationnels, sur des sujets de développement. Et quand ils reviennent, ils vous en parlent un peu, ils vous disent un peu aussi peut-être que telle arme ou telle armée a besoin de telle ou telle solution qui se trouve être dans vos cordes. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se profiler ou qui ne sont pas encore arrivées mais qui pourraient arriver ? Alors, ils s'enrichissent eux-mêmes. Moi, je pense que la réserve, c'est de manière générale pour toutes les entreprises de la BITD, mais au-delà, quelque chose de critique, parce que ça permet de travailler ce lien entre les entreprises et les armées. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'en cas de crise, on a besoin de cette armée étendue, d'ailleurs qu'explicitait très bien le général Mandon, où toutes les forces de la nation se mettront en marche pour accompagner des événements qu'on ne souhaite bien entendu pas. Et donc, je pense qu'on a un rôle critique à jouer là-dessus et donc à travailler. Nos réservistes, sur le terrain, ils apprennent des choses, ils expliquent des choses, ils apportent aussi des choses. Et je pense que c'est cette boucle qui est très importante d'encourager. Et d'ailleurs, on les envoie l'expliquer dans d'autres entreprises aussi pour partager ce savoir. On essaye d'animer des communautés inter-entreprises à l'échelle des régions pour simplifier les aspects d'engagement dans la réserve et s'assurer qu'on arrive à maximiser le nombre de réservistes et d'accompagner les forces armées sur ce sujet. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent salon et merci beaucoup Thibaut Frossard d'être venu sur notre plateau d'Eurosatory Télé et nous vous souhaitons un très bon après-midi en notre compagnie. Eh bien, merci beaucoup.